Donc, on continue avec donc la présentation de Marie-Paul Bonnet, qui est en visio. Donc, avec, tout à l'heure, comme on vous l'a indiqué, il y a une inversion entre deux présentations. Donc là, maintenant, vous sera présenté les résultats autour des ressources en eau et de leur sensibilité et leur évolution sur le plateau des Guyanes. Donc, Marie-Paul, je te laisse la parole. On va vérifier que la présentation s'affiche bien. Voilà. Pour moi, c'est bon. Donc, bonjour à tous. Et tout d'abord, je m'excuse de ne pas avoir pu venir en présentiel parmi vous, mais j'étais de retour du Brésil. Il aurait fallu que je fasse un aller-retour et c'était trop de carbone pour moi. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de l'axe ressources en eau du projet Progisat. Donc, c'est un axe qui a été coordonné par moi-même et par Frédéric Seller, et auquel ont participé des chercheurs de l'unité Espace Dev, de l'IRD, mais également de l'Université de Brasilia, ainsi que de la start-up Hydromatters. Donc, la suivante. Donc, juste pour rappel, donc nos objectifs initiaux étaient ambitieux. Il s'agissait de contribuer donc, à l'évaluation des ressources en eau sur le plateau des Guyanes, donc au niveau de la Guyane française, mais également du Suriname et du Guyana, et d'évaluer leur sensibilité aux changements en cours, tant du climat que des pressions anthropiques. Donc, pour réaliser cet objectif, on avait défini 3 sous-objectifs. Donc, d'une part, compiler une base de données relative aux eaux de surface en intégrant les données satellitaires et les données in situ, ainsi que des documents qui auraient pu, donc une base d'articles, mais également intégrant des rapports, des choses qui sont moins facilement accessibles à tous. De construire un système intégré d'observation et de prévision des débits, des hauteurs d'eau et des corps, des plans d'eau dans les principales rivières de la région. Et enfin, d'évaluer la sensibilité de ces eaux de surface aux pressions actuelles, donc climatiques et anthropiques, et de déterminer les changements possibles. Bon, comme vous allez le voir, on n'a pas réalisé l'ensemble de nos objectifs, mais on a quand même mis en place des outils et des méthodes qui nous permettent aujourd'hui qui nous permettraient en fait d'aboutir à notre 3e sous-objectif qui serait donc d'étudier la sensibilité des eaux de surface. Suivante. Donc, une des particularités de notre approche a été de ne pas partir bille en tête en se disant on va réinventer la roue, mais on va essayer de se positionner par rapport à l'existant, par rapport à des demandes. Et en particulier, donc on a établi un lien assez fort avec l'OCTA, donc l'Organisation des pays partageant le bassin amazonien, qui a réalisé qui en fait a mis en place des accords bilatéraux avec les institutions chargées de la surveillance des ressources en eau dans plusieurs pays du bassin amazonien, donc l'ANA, la CPRM au Brésil, les CENAMI au Pérou, en Bolivie, et avec un certain nombre d'universités. Et en 2020, un accord a été signé entre l'OTCA et l'IRD avec un projet de programme, un programme basé sur 4 tâches principales que j'ai listées ici. Donc, la première qui est directement liée à notre axe, qui est de soutenir la compatibilité et la complémentarité des informations en hydrologie et sur la biodiversité pour le bassin amazonien dans le cadre de leur observatoire régional sur l'Amazone. Suivante. Donc, cet observatoire, il a pour objectif de collecter, d'analyser, d'organiser, de diffuser des informations qui soient comparables entre les pays qui se partagent donc le bassin amazonien,
et de fournir des services qui correspondent à des besoins des différentes institutions qui sont chargées du suivi de la ressource en eau dans ces pays. Et donc, ils avaient montré un fort intérêt à ce qui allait se passer dans le cadre du projet Progisat, parce que même si le plateau des Guyanes ne fait pas directement partie, en tout cas dans son intégralité, ne fait pas complètement partie du bassin amazonien, c'est quand même le même biome, et donc ils étaient particulièrement intéressés à pouvoir échanger avec nous sur ces aspects-là. Donc, par exemple, pour tout ce qui concerne la partie hydrologique, dans le cadre du MOU qui a été établi avec l'IRD, il y a eu un transfert de l'observatoire IBAM qui est coordonné par l'IRD depuis une vingtaine d'années maintenant, même un peu plus, et d'une base de données sur les poissons. Et nous, et dans cet observatoire IBAM, il y a une dimension télédétection et apport des données satellitaires pour l'étude des ressources en eau, à la fois quantité et qualité, ont été transférés donc à cet observatoire. Et bien sûr, tout ce que nous, on a fait dans le cadre de Progisat peut s'inscrire dans ce transfert également. Suivante. Donc aussi, au-delà de l'OTCA, on a fait un état des lieux des projets qui étaient en cours au moment du démarrage de nos activités. Et on a pu identifier 3 projets qui étaient vraiment très en lien avec ce qu'on voulait faire. Donc, d'une part, le projet Bioplateau, qui propose donc d'étudier les ressources en eau transfrontalières, donc au niveau du Suriname et entre le Suriname et la Guyane et entre la Guyane et le Brésil. Et donc, il y avait dans ce projet, il nous semble en tout cas, des points d'accroche et on aurait pu compléter les informations disponibles. D'autres projets qu'on avait identifiés, ce sont les projets qui étaient portés par Hydromaters, donc qui étaient des projets financés ou financés en partie par le CNES dans le cadre de l'Observatoire des sciences du climat, donc les projets OFIS et SAGI, suivante, qui pour le coup avaient vraiment des objectifs extrêmement compatibles avec ce qu'on voulait, puisque dans ces 2 projets, l'objectif était de réaliser une plateforme opérationnelle pour une alerte en fait au débit pour prévoir les crues et les sécheresses, basée sur de la modélisation hydrologique, des données spatiales fournies par la télédétection et en lien avec l'expertise en lien avec des partenaires publics, donc DGTM ou OEG. Donc, cette forte compatibilité nous a conduit à travailler réellement en collaboration avec eux et toute la suite des choses que je vais vous présenter a été réalisée en collaboration avec cette équipe. On a essayé d'avoir les mêmes méthodologies, les mêmes outils afin qu'il y ait une entière compatibilité entre nos activités et les leurs. Pour Bioplateau, malheureusement, on n'a pas réussi, nous, de notre côté, à être suffisamment réactifs, je pense, pour établir des collaborations pendant la durée du projet. Mais il va de soi que tout ce qu'on a produit, si ça a un quelconque intérêt pour le projet, ce sera mis à disposition. Donc, suivante. Donc, juste pour rappel, notre méthodologie, elle est basée sur l'intégration de données de la télédétection, de données in situ avec la modélisation hydrologique. Donc, on s'est tourné pour les données satellitaires, enfin les satellites qui donnent accès à des données topographiques, des données de couverture du sol, mais également à la pluie, au niveau d'eau, à l'extension de l'inondation. Donc, un panel de données beaucoup plus fourni que ce qu'on peut espérer obtenir à partir de données in situ. Nous, dans le cadre de Progisat, on a réussi à mobiliser quelques données de pluie et de hauteur d'eau. Et ces informations servent soit pour alimenter le modèle hydrologique en données, soit pour le valider. Et je reviendrai plus longuement sur le modèle, mais c'est un modèle qui est un modèle open source, donc c'est pour ça qu'on l'a choisi aussi, et qui a été développé par nos collaborateurs brésiliens
de l'Institut de recherche en hydraulique de Porto Alegre. Suivant. Donc, une première partie de nos activités a été d'automatiser en fait la détection des eaux en eau à partir du satellite Sentinelle-1. Donc, c'est une chaîne de traitement qui a été initiée dans le cadre d'un projet qui avait lieu en Amazonie, destiné à l'étude des plaines inondables, mais qui est tout à fait applicable à d'autres régions du monde. Et donc, cette chaîne de traitement, donc elle fait de manière automatique tout ce qui concerne le pré-processing des données satellitaires S1, donc tout ce qui est correction d'orbite, correction de terrain, filtrage du bruit, etc. Et ensuite, à partir d'une classification non supervisée de type multi-Otsu, elle permet de détecter les zones en eau des zones qui ne sont pas en eau. Donc, par exemple, ici, j'ai illustré les résultats que nous obtenons sur une plaine inondable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une chaîne de traitement qu'on a commencé à développer il y a déjà 2 ans, mais qu'on continue à améliorer. Et donc, cette année, on a eu une stagiaire de M2 qui travaille à l'UNB avec moi et qui a essayé de l'améliorer. Donc, c'est ces résultats que je vais vous montrer. Donc là, c'est une carte qui vous montre dans la variation de l'extension de l'inondation. Donc, les zones bleu foncé, c'est les eaux permanentes et les zones bleu clair, ce sont les eaux non permanentes, c'est-à-dire les zones de battement entre basses eaux et hautes eaux. Suivante. À partir de ce type de classification et en utilisant les séries temporelles des images S1 qu'on a à peu près tous les 12 jours, on est capable automatiquement, puisqu'on a développé les codes, de reprocesser un peu les résultats et d'obtenir des séries temporelles de surface et de volume. Suivante. Et on peut également caractériser la durée d'inondation. Donc ici, par exemple, elle est représentée sur la figure du bas. Les zones en bleu foncé, ce sont les zones qui sont très souvent inondées, voire de façon permanente. Donc, on retrouve bien les fleuves, les grands lacs de la plaine inondable. Et plus on va dans le clair, moins on va être longtemps inondé. Et ce genre d'information est excessivement importante pour tout un tas de paramètres écologiques, par exemple. Donc, suivante. Donc, cette chaîne, nous l'avons opérationnalisée pour Progisat et elle est disponible sur un GitHub qu'on pourra renommer d'ailleurs si on veut. Et là, par exemple, je vous montre un exemple qui avait été produit par Loïc Marie-Louise sur le Suriname et sur le côté gauche de la figure, vous avez le rendu de la classification et à droite, vous avez une carte OSM. Et ce qu'on voit, c'est que la méthode sans aucun post-traitement est capable de repérer les grandes entités en eau de la région. Suivante. Donc, pour passer à la partie plus hydrologique, donc déjà, nous sommes donc tournés vers le modèle MGB qui a été développé par les Brésiliens à Porto Alegre. Donc, c'est un modèle qui est bien adapté à la situation du plateau des Guyanes parce que, en fait, c'est un modèle qui n'est pas trop gourmand en données de terrain. Il va calculer sur chaque... en fait, il permet en fait d'éviter d'avoir à renseigner des paramètres dans tous les pixels de la grille de calcul, puisqu'on va les regrouper sous forme d'HRU. Donc, les HRU, ça va être par exemple la forêt clairsemée, de l'eau. Voilà, c'est ça une HRU. Et donc, le modèle calcule le bilan hydrologique sur chacune de ces HRU et ensuite assure le transport dans le réseau fluvial. Donc, ce modèle, il a été appliqué dans le bassin amazonien. Il a en particulier été utilisé pour évaluer le potentiel de l'assimilation de données radar, de données altimétriques radar. Et on avait montré à l'époque que ça avait
ça permettait d'améliorer significativement les simulations, même si les données radar, donc les données altimétriques radar, sont assez espacées dans un réseau fluvial. Le fait que, et dans le temps, le fait qu'elles soient bien distribuées permettait d'améliorer sensiblement les simulations. Ce modèle, il a été également utilisé par Adrien Paris, donc qui est le président, si je ne me trompe pas, ou en tout cas le CAO, je ne sais pas comment on traduit ça en français, de Hydromatters. Et il s'était donc servi des simulations de ce modèle pour ensuite établir des courbes de tarage à chaque station virtuelle altimétrique pour ensuite aboutir donc à un système qui pourrait nous permettre de prédire le débit une fois qu'on a la hauteur d'eau. C'est aussi un modèle qui a été utilisé pour simuler les ressources en eau à l'échelle continentale de l'Amérique du Sud. Suivante. Donc, c'est un modèle qui est particulièrement bien adapté à notre contexte et donc on l'a adopté. Suivante. Donc, la première partie du travail, qui est certainement la plus fastidieuse, je dirais, et lente, c'est de compiler tout ce qui concerne les données in situ et satellitaires pour préparer une base de données, en fait, pour faire tourner le modèle. Donc ça, c'est une partie qui n'est pas rigolote, mais bon. Donc, on s'est servi d'un certain nombre de produits que j'ai listés dans la table. Je ne vais pas tous les détailler. J'ai donné les liens en fin du diaporama. Il y a les numéros que j'ai portés dans la 3e colonne correspondent à des liens sur lesquels on peut aller chercher les données. Ce qu'il faut savoir, enfin, la spécificité de la base de données qu'on a utilisée, c'est qu'on s'est rapidement tourné en fait, vers des produits satellitaires pour estimer la pluie, parce qu'on est sur la région de la Guyane et du plateau des Guyanes, il n'y a vraiment pas grand-chose au niveau données in situ. Et donc, c'était vraiment nécessaire de se tourner vers ce type de produit. Sinon, comme autre spécificité un peu de cette base de données, c'est qu'on s'est servi de la base de données ERA5 pour le climat. Donc, c'est des produits de réanalyse grillés. Et par rapport aux utilisations plus classiques de MGB, bon, c'est un petit plus. Et l'autre chose que nous avons aussi décidé collectivement, c'est d'utiliser le DEM Mérite Hydro, qui pour l'instant, avant que soit publié un autre, aujourd'hui il y en a un autre, mais bon, quand on a commencé, c'était celui-là. Mérite Hydro, c'est un modèle numérique de terrain qui a été corrigé, qui est extrait du SRTM et qui a été corrigé des effets de végétation pour s'assurer que, et puis ensuite retravailler pour s'assurer que tout ce qui allait être déduit de la topographie pour l'hydrologie, donc tout ce qui est réseau de drainage, surface des bassins, etc., soit cohérente. Et donc, on avait collectivement décidé de choisir ce modèle numérique de terrain. Suivante. Donc ensuite, s'est posé la question de quel bassin on allait étudier. Donc, Hydrowater, ils avaient déjà engagé des travaux sur le Maroni, le Sinnamary. Donc, nous, on s'est dit, on va commencer par un bassin qui soit un petit peu documenté, parce que faire un modèle hydrologique sans aucune donnée de débit, c'est vraiment un challenge. Donc, on s'est dit, on va se tourner sur le bassin de l'Oyapock. Donc, je vous présente ici. Et donc, comme vous voyez, sur ce bassin, il n'y a pas énormément de données, mais il y a quand même 4 stations où on peut avoir un peu de données de débit in situ. Et donc, on a fait le choix de ce bassin-là. Suivante. Donc là, je vous présente très rapidement le processus, mais c'est important de décrire un tout petit peu les informations, parce qu'en fait, toutes ces cartes, toutes ces données ensuite seront disponibilisées pour les autres projets en cours. Donc voilà, donc ça peut toujours servir. Donc il y a tout un travail qui a été fait donc, pour
pour délimiter le bassin versant à partir de la topographie. On a établi le réseau de drainage avec une distance comment on dit ça en français, de tronçon de 10 km qui permettait d'avoir un nombre de petits bassins. Ensuite, ça sert à la discrétisation en petits bassins raisonnable. Et donc, c'est sur ces petits bassins qu'ensuite, on va calculer les réseaux de drainage. Et sur votre droite, donc vous avez la carte des classes enfin, c'est pas des classes, c'est les classes de réponse hydrologique. Et ce qui est très intéressant sur le bassin de l'Oyapock, c'est qu'en fait, il n'y a que 2 types de sols, en tout cas avec les produits qu'on a utilisés. Et donc, pour avoir un tout petit peu plus de classes, parce que 2 classes, c'est vraiment pas beaucoup, on a introduit la notion de pente. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à 7 types de réponses hydrologiques. Voilà, c'est à peu près tout. Ah oui, et donc après, dans chaque mini-bassin, on va avoir une proportion de chacune de ces classes. On va calculer le bilan hydrologique vertical et ensuite, c'est dirigé vers le réseau de drainage. Suivante. Donc ensuite, comme je vous l'ai mentionné juste avant, on s'est vite rendu compte qu'au niveau des pluies, on avait une seule station pour représenter tout l'Oyapock, ça n'allait pas être suffisant. Donc, on s'est tourné vers les produits satellitaires et on en a testé 3. Dans un premier temps, on aurait pu en tester plus, mais déjà 3, c'était pas mal. Donc, on s'est tourné vers GSMAP, Immerge et MSWEP. Et ce que je voulais vous montrer surtout ici, c'est la grande disparité entre ces produits. Si vous prenez les cartes du dessus, par exemple, c'est la pluie moyenne annuelle par sous-bassin. Et ce qu'on peut voir très vite, c'est qu'il y a des différences entre, par exemple, GSMAP qui va donner… alors moi, je n'arrive pas à lire les chiffres, mais le bleu foncé, c'est plus d'eau et le bleu, les couleurs plus claires, c'est moins d'eau. Vous voyez que la répartition déjà spatiale est différente. Et les cumuls totaux sont également différents. Donc, suivante. Donc ça, évidemment, ça pose problème parce qu'on peut bien se douter qu'un modèle hydrologique, selon ce qu'on va lui rentrer comme données d'entrée de pluie, qui est quand même le paramètre le plus important pour calculer le bilan hydrologique, ça pose problème. Donc, une fois qu'on a eu évalué ces différents produits, ce qu'on s'est rendu compte quand même, c'est que en général, GSMAP avait tendance à avoir des estimations de pluie beaucoup plus faibles que MSWEP, par exemple, et que Immerge est un produit plutôt intermédiaire. Suivante. Donc, pour discriminer, suivante. Merci. Pour discriminer, en fait, comment on a fait? On a pris notre modèle hydrologique, on l'a fait tourner avec les différents produits et on l'a comparé avec les données in situ. Alors, ça ne veut pas dire que les données in situ sont meilleures puisque les données in situ, elles sont obtenues à partir de… Non, excusez-moi. Donc, c'est le débit produit par les différents produits séparément, donc GSMAP, MSWEP et Immerge, comparé au débit observé à la station la plus aval, donc Maripa, le saut Maripa. Donc, on a pris une simulation de 20 ans, de 2001 à 2020. Donc, déjà au passage, juste pour regarder juste la courbe, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas vraiment de tendance sur les débits, ni à l'étiage, ni à l'étiage, donc ni en période de basse eau. Je vous montre sur mon écran. Vous voyez mon pointeur ou pas? Bon. Donc, ni en basse eau, ni en ZO. Et ce qu'on voit, c'est qu'aucun des produits… donc, ça, c'est fait avec les mêmes paramètres d'entrée. Hein. Et ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, selon les produits qu'on rentre en entrée, on va avoir une réponse du modèle hydrologique très différente. Suivante. Donc, après avoir analysé ces courbes, on a regardé si on pouvait améliorer les résultats en prenant la médiane de tous les produits ou seulement les moyennes.
ou seulement deux produits, enfin, faire des combinaisons avec différents produits. Et ce que nous avons fini par conclure, suivante, c'est que GSMAP réellement génère des flux, des débits qui sont très largement sous-estimés comparés à l'observation, que les produits Immerge et MSWEP sous-estiment les débits pendant les périodes d'étiage, donc de base eau, et surestiment les crues, et que finalement la moyenne entre les deux, entre Immerge et MSWEP, générait les meilleurs résultats. Et donc, on a continué avec cette combinaison de produits, donc Immerge MSWEP, pour valider, calibrer le modèle. Suivante. Donc, ça, c'est la dernière étape. Une fois qu'on a identifié comment représenter la pluie, on a procédé donc à la calibration du modèle. Donc, c'est une calibration qui se fait en deux temps. Un premier temps, c'est essai-erreur, et ensuite, on lance une procédure automatique. Ce que je n'ai pas dit, évidemment, c'est, et j'aurais pu, c'est que le modèle MGB, en fait, il est intégré dans QGIS, et donc il est relativement facile de l'utiliser. Il y a deux plugins, et ça peut être un outil, c'est un outil en open source, et ça peut être un outil qui est facilement mobilisable par tout un chacun. Après, il faut s'y connaître un peu en hydrologie, mais pas tant que ça. Donc ça, c'est les résultats, je ne vais pas les commenter. La simulation, elle n'est pas parfaite. C'est clair qu'on a encore beaucoup de soucis avec cette simulation, mais pour l'instant, c'est ce qu'on a de mieux. Donc, on a un biais qui est quand même relativement important, mais bon, ce n'est pas non plus catastrophique. Suivante. Donc, ce qu'on a eu du mal à poursuivre ensuite, c'était de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de passer de l'Oyapock à d'autres bassins. Donc, la philosophie derrière, c'est on calibre sur un bassin qui est un peu jaugé, donc le bassin de l'Oyapock. On définit les paramètres de nos classes d'occupation des sols, enfin, classes de réponse hydrologique, et on essaye sur les autres bassins d'avoir les mêmes classes, donc ça, c'est déjà pas évident, mais si on a les mêmes classes, on conserve les mêmes paramètres et on fait l'hypothèse que les produits satellitaires ont finalement les mêmes capacités sur l'Oyapock que sur les autres régions du plateau des Guyanes. Et ensuite, on fait tourner le modèle. Donc, ce n'est pas très compliqué, mais c'est quand même encore en cours. On n'a pas vraiment fini cette partie-là. Suivante. Alors, Hydromateur, eux, de leur côté, ils ont avancé sur donc, les deux bassins Maroni, Sinnamary. Ce qu'ils ont fait, c'est développer une plateforme, un démonstrateur de plateforme qui permet de caractériser le débit au niveau des stations in situ, mais également altimétrique. Donc, ils ont mis au point une méthodologie pour caractériser, pour déterminer la présence de stations altimétriques le long des fleuves, même sur les petites rivières. Donc, pour ça, ils utilisent plusieurs satellites altimétriques, dont Sentinel-3. Et Sentinel-3 est un satellite qui permet vraiment d'obtenir des niveaux d'eau, même dans des petites rivières. Suivant. Donc, pour conclure et faire un peu la synthèse des activités de cet axe, donc pour les délivrables, on a donc produit une chaîne automatique qui est aujourd'hui en phase, elle est déjà accessible, mais on continue à la consolider. On a fait des tests sur le choix de la classification. On a fait des tests parce qu'on avait pris multi-au-dessous, maintenant on essaye Camins, mais les résultats sont à peu près similaires, donc ça nous donne confiance dans la méthode de classification. On a mis au point un certain nombre de codes Python pour faire du post-traitement aussi.
On a testé l'influence d'utiliser différents DEM pour faire les corrections topographiques des images et également pour calculer les volumes. Donc, cette chaîne, elle est disponible et il y aura plusieurs versions, en fait, c'est ça que ça veut dire. Les simulations du bassin de l'Oyapock sont plus ou moins finies. Enfin, moi, j'estime qu'elles sont pas mal et elles pourront être mises à disposition sur un dataverse, un dataverse de l'IRD ou sur le site de Progisat. En termes de communication, publication, on a envoyé deux résumés étendus pour être présentés au symposium sur les ressources hydriques en novembre 2023 au Brésil. Et on espère, à partir de là, bien sûr, rédiger des articles qui seront publiés dans des revues. On espère également, je ne l'ai pas noté parce que c'est encore à l'état d'espoir, rédiger un article sur la simulation de l'Oyapock. Mais ça pourra se faire que si la personne qui travaillait sur les simulations veut bien, trouve le temps en fait de le faire. En termes d'activité de formation et de transfert, donc on a une étudiante M2 identifiée qui a travaillé donc sur la perfectionnement, je ne sais pas comment on peut dire, de la chaîne de traitement S1 et qui est actuellement au Brésil en stage avec moi. Et on a eu donc 2 CDD, un CDD qui était rattaché à l'IRD et un CDD qui était rattaché à l'UNB. Suivante. Donc ici, j'ai juste mis les liens pour que vous puissiez, si besoin, aller voir ces produits qui sont tous disponibles gratuitement. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Marie-Paul. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle ou sur le chat? Dans la salle? Oui? Bonjour, Louken Delinde, chargé de mission justement pour le projet Bioplateau. Je me permets de rebondir sur votre invitation vis-à-vis de Bioplateau pour vous dire que nous restons ouverts pour continuer à travailler sur la collaboration et le travail que nous avons pu faire en commun, et notamment sur les questions de développement et de diffusion de vos outils. Nous sommes ouverts à ouvrir vos résultats sur notre plateforme. Oui. Donc, voilà, nous restons à disposition. D'accord, ben merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur cet exposé, hein, sur les ressources en eau, la simulation qui a été faite sur le bassin de l'Oyapock et les outils qui ont été mis à disposition, enfin qui seront mis à disposition et qui sont en ligne sur les GitHub. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on va continuer la session.